Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OL de Pierre Sage et l'OGC Nice de Franck Hez. Victoire 4-1 de Nogone, un match qui était très important pour les places tout en haut au classement de la Ligue 1. Et on fait pour l'instant, alors il est 20h à l'heure où je vous parle, on fait la bonne affaire du week-end parce qu'on prend des points sur beaucoup de concurrents directs aux places qualificatives dont évidemment l'OGC Nice, dans l'attente de Marseille-Monaco ce soir. 6 matchs nuls hier, j'en parlerai après, mais ça peut être vraiment le très gros coup du week-end pour nos joueurs et notre cher Olympique lyonnais. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas, pensez au pouce, aux commentaires, activez la cloche, le partage, vous connaissez la musique, ça fait toujours très plaisir. Et on commence sans plus tarder par le thème numéro 1 de la vidéo, à savoir l'ADN OL. C'est le titre que j'ai choisi parce que vraiment ce match-là, c'est pour moi exactement ce qu'est l'Olympique lyonnais. Et je pourrais même aller plus loin encore, les 45 premières minutes de l'OL, c'est exactement ce que vaut, en tout cas en ce moment, l'Olympique lyonnais. C'est ça l'OL. L'ADN OL dont on parle souvent, en tout cas sportivement, c'est ce que l'on voit match après match. Une équipe qui, là encore contre Nice, contre Karabakh, pareil, peut avoir des temps faibles, giga faibles, durant lesquels tu vas subir, tu vas reculer, tu peux concéder des occasions franches, mettre Perry en grande difficulté. C'est possible, on l'a encore vu aujourd'hui, mais, parce qu'il y a un mais qui est vraiment totalement fou, mais c'est ça l'OL après tout, dans les temps forts, tu peux littéralement asphyxier et faire mal à quasiment, alors peut-être pas n'importe qui, mais à 90% des équipes que tu vas affronter. Et ça, c'est un point qui est juste dingue, et c'est même compliqué à décrypter, parce que les matchs se suivent, et on a parfois les mêmes bilans qui se répètent. Moi, le premier en vidéo, j'en parle souvent, on a un OL à deux visages, avec d'un côté un OL qui subit, qui est fragile, et de l'autre un OL qui est protagoniste, qui joue avec ambition, avec talent. Et ça fait un cocktail qui est vraiment très bizarre à analyser, parce que c'est presque incompréhensible. On peut très bien, durant une mi-temps comme là contre Nice, avoir des séquences, des trous d'air monumentaux, durant lesquels on va reculer, subir, et être en galère. Parce que je rappelle que Nice a quand même, dans mon souvenir, 2,25 expected goals sur le match. C'est quand même pas rien, sans penalty, là aussi il faut le dire. Et nous, on est à 2,56, mais avec un penalty, donc ça relativise un petit peu la stat. Et malgré ça, on peut donc subir et être en difficulté durant quasiment 3-4 reprises au cours du match. C'est vraiment un truc de dingue. Mais malgré tout, il y a un point qui change aujourd'hui. Le point qui, même depuis 2 matchs, depuis Karabakh, il y a un point qui est, dans le foot, tellement évident et essentiel, qui change avec cet OL-là, c'est l'efficacité. Parce que oui, depuis 2 matchs, 8 buts, c'est quand même pas rien. Et dans le foot, là encore, c'est la palissade que tout le monde connaît, mais dans le foot, tu peux jouer bien, tu as le droit de jouer bien, c'est un plus, mais quand tu ne marques pas, quand tu ne concrétises pas ton jeu, tes actions, tu ne vas nulle part, tu n'iras nulle part. Parce que le foot de très haut niveau exige d'être fort dans 2 surfaces, la tienne et celle du camp adverse. Et nous, disons qu'on est dans notre surface relativement moyen, en tout cas permissif, mais dans celle du camp adverse, on était trop souvent pas assez réaliste. Et là, depuis 2 matchs, c'est un peu comme le ketchup, comme dirait Cristiano, c'est but, et quasiment presque on surperforme. Alors, là encore, il faut un petit peu tempérer, parce que oui, 4-1 c'est bien, c'est même très bien, mais dans le foot encore, les tendances, les dynamiques, elles ont souvent... elles sont amenées à disparaître en fait. Et les matchs comme ça que tu vas gagner parce que tu es en surperformance, en surefficacité, ça va durer qu'un temps. Il y a bien un match où on va retomber dans nos travers, où on va être moins en réussite, mais en tout cas sur ce match-là, réussite presque maximale, parce qu'on a, je dirais, pas beaucoup plus d'occasions qu'eux, et en plus, il y a plein de vents positifs, de vents favorables dont je parlerai après. Et si je fais le bilan plus global du match, je dirais qu'on a vu un match en plusieurs temps. Je sais que le coach aime bien décomposer les matchs par quart d'heure, par tranche de 15 minutes. Et beaucoup de coachs font ça, y compris au niveau amateur, et ça me paraît intéressant. Je dirais que sur les 6 quarts d'heure du match, on en remporte une majorité, mais il y en a encore 2 ou 3 où on est moins bien, parce que on n'est pas à l'abri d'une boulette, on n'est pas à l'abri d'un placement hasardeux, on n'est pas à l'abri d'une relance foireuse de Niakhaté, on n'est pas non plus à l'abri d'une faute grossière de Tchaleta Tsar. Et ça, c'est le problème terrible du match. On a une fragilité chronique
Vous la connaissez comme moi les amis, on la voit très souvent, trop souvent en match. D'ailleurs je fais référence à un commentaire que j'ai vu de Thor, fils d'Odin, dans les commentaires il se reconnaîtra, qui m'a dit: Mika, tu as encore dit la phrase j'ai vu des comportements que je ne voulais plus voir. Pas manqué, on les a encore vus, alors pas des comportements attentistes, parce que j'ai vu une équipe concernée à la perte du ballon, là n'est pas la question, mais j'ai vu des attitudes défensives parfois un petit peu aléatoire, hasardeuse, nonchalante ou pas vraiment bien pensée. Et en ce moment, il y a un joueur qui est un petit peu dans l'œil du cyclone, c'est Tchaleta Tsar. Il est en énorme difficulté. Je trouve qu'il est dangereux sur plein de situations. Il a un peu activé le mode bourrin, quoi. J'arrive, je défonce tout, je ceinture. Voilà, c'est embêtant parce que sur ce match-là, on encaisse un but, c'est vrai, mais ça peut très bien faire 3-2, et à 3-2, si Nice met le penalty qu'ils auraient dû, en toute honnêteté, recevoir, le match peut basculer. Et encore une fois, sur des erreurs individuelles. C'est tout le problème. On a une équipe qui, par séquence, joue très bien, pratique un foot de grande qualité, mais sur l'ensemble du match, comme je dis souvent, de A à Z, on est bon de A jusque M, et de N jusque Z, ça flotte. Ça flotte trop pour des raisons avant tout individuelles. Parce que collectivement, tactiquement, il y a plein de choses intéressantes. Je ferai après un focus, j'ai fait un petit focus durant le match sur Tagliafico. Parce que trop peu souvent on en parle, mais il a un rôle très très important dans la stratégie globale de Pierre Sage. Mais quand je vois ce que l'équipe fait les uns par rapport aux autres, tactiquement c'est bien, c'est vraiment bien. Mais le projet d'équipe, il est lourdement pénalisé par des erreurs, par des bourdes individuelles. Donc ça, c'est le point qu'il faut corriger, je le dis encore et encore, ça m'embête de le répéter, mais il faudra à l'avenir corriger ça, c'est un point qui est trop rédhibitoire. Quand tu cumules des erreurs individuelles qui te pénalisent, qui te font encaisser des buts largement évitables, le but du 1 partout, il était largement évitable. Le but de Diop, voilà, on est en 3 contre 2 dans mon souvenir, placement pas très bon, Tchaleta Tsar au duel en 1 contre 1 se fait trop vite manger, c'est pas bon, et j'ai vu, alors il faut le dire aussi, en face, Nice avait du matos, parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires et j'ai lu beaucoup de messages sur les différents réseaux disant Nice qui prend 4-1 contre les Rangers, Nice équipe qu'on doit taper chez nous largement, attention, parce que quand tu prends leur 11 au départ, honnêtement, moi je distingue Europa League, Ligue 1. Quand tu vois Sofiane Diop, quand tu vois Guessant qui a progressé de fou furieux en l'espace de quelques mois à Nice, qui était avant un joueur moyen correct, qui maintenant est un vrai bon joueur de Ligue 1, qui est bon en pivot, en accélération, frappe de balle, il y a du talent en face. Laborde, Boanani, Dombele, que j'oublie aussi, qui fait un match dont on peut parler rapidement, qui fait un match typiquement Dombele, avec des gestes fantasques, mais il en fait trop parfois, donc il perd le ballon. Bref, c'est un petit peu la parenthèse Tanguy Dombele, mais en face, il y avait du matos, et ça, on l'a pas assez dit, je trouve. C'est une victoire 4-1, qu'on doit prendre dans le contexte des 2 équipes, c'est vrai, mais à ne pas relativiser, parce que quand tu joues Nice avec autant de matos à l'échelle de la Ligue 1, c'est un match qui, quand même, indique bien que cette OL-là, s'il corrige ses défauts devant et derrière, peut viser haut. On peut viser haut. Et puis bon, après, en seconde mi-temps, bon, c'est un petit peu une mi-temps anecdotique, parce que le score est fait très vite, on les fracasse, on tue le match. Je répète qu'on a 2,56 expected goals, on met 4 buts, et sur les 2-3 actions chaudes que l'on a, on les fracasse d'emblée, quoi. Donc le match, après, il est plié, basta, rentrez chez vous. Même si j'ai vu que les Niçois se plaignaient encore de l'arbitrage, ce que je peux comprendre, mais alors eux, à chaque fois qu'on les joue, il y a quasiment tout le temps un scandale, quoi. C'est incroyable, mais bref, là encore petite parenthèse. Donc en seconde mi-temps, match plié, la messe est dite, on joue une mi-temps presque en mode gestion, même si on doit encore faire mieux, parce que je pense que dans la tenue de balle, techniquement, tu dois faire mieux. Voilà, le score est fait, tu les as assommés un bon coup, tu dois les tuer encore plus, quoi. Et je trouve que par séquence, on manque d'emprise technique pour des raisons que j'ai évoquées la fois dernière en vidéo, lors du match contre Reims dans mon souvenir. On a des joueurs qui sont très bons, intrinsèquement, mais qui ont des profils qui font que, aux environs de l'heure de jeu, ça commence un petit peu à pêcher, typiquement Matic, qui, micro-parenthèse là aussi, fait 45 minutes de très grande qualité, et après, physiquement, il pêche, et quand ton métronome, t'as l'une de tes premières rampes de lancement pêche physiquement, c'est quand même plus difficile. Donc voilà, un match plutôt bien mené par l'OL,
qui aurait pu mal tourner mais qui tourne bien, et ça, évidemment, dans ce contexte-là où l'OL perd trop de points, on prend à l'évidence. Deuxième thème de la vidéo, vent favorable, c'est un titre qui fait directement écho à ce que j'avais dit lors du match contre Reims, dans mon souvenir, je crois. Je pense pas me tromper. J'avais dit vent contraire, parce que on a trop souvent été malheureusement victime d'erreurs individuelles, d'un manque d'efficacité offensive, défensive, d'erreurs, de litiges arbitraux. Me rappelez-vous à Lens, les hors-jeux limites, contre Reims, voilà, il y avait peut-être 2-3 trucs à faire différemment, le penalty sur Fofana. Et là, sur ce match-là, ça tourne dans le bon sens. Enfin, parce que c'est vrai que quand tu perds des points sur des faits de match qui sont rageants, et quand tu en prends sur des petits coups de pouce du destin, ça fait quand même très très plaisir. Et ça, comme je vous l'ai dit, il faut impérativement en profiter, parce que le foot n'est pas une science exacte, à tout moment les vents peuvent tourner, et là, sur ce match-là, oui, si je suis niçois, j'ai la rage, parce que à 3-1, je pense sincèrement qu'il y a péno sur Guessant. La faute de Tchaletassar, elle est pour moi évidente, il le ceinture, il lui écrase le pied, faute, voilà, basta, il y a faute. Mais pour le coup, soyons heureux, ça tourne dans le bon sens. Ma foi, c'est comme ça. Et après, il y a un péno pour nous sur une main du Niçois. Bon, là encore, pour moi, c'est pas discutable, il y a main, un point barre. Mais bref, il y a tout un ensemble de facteurs, de paramètres qui font que le match se goupille bien. On retrouve l'efficacité offensive. Il y a eu trop de matchs où on a offensivement sous-performé par manque de finition, par manque de finesse technique, par manque de peps, par manque de confiance. Depuis 2 matchs, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. On retrouve des joueurs qui sont efficaces, cliniques, létaux, qui marquent les buts. Et dans le foot, comme vous le savez les amis, tu peux jouer bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu ne marques pas, ça ne sert strictement à rien. Là, on joue plutôt bien par séquence et on marque sur quasiment tous nos temps forts. Ce qui me fait croire que c'est un petit peu l'instant projection vers l'avenir. Si l'OL parvient vraiment à gommer ce défaut d'ordre, pour moi en tout cas individuel, de naïveté défensive, si on gomme ça et qu'on maintient devant une forme d'efficacité offensive, cet OL-là en Ligue 1 peut viser haut. Parce que je le dis, c'est un peu dur comme constat, mais la Ligue 1, c'est un championnat qui est homogène, c'est vrai, mais dans son homogénéité, il est relativement moyen. On l'a vu, Nice, c'est top 6-7 en France, quasiment chaque année à peu de choses près, effectif de qualité, mais face à Nice, un OL qui, défensivement, est moyen, par séquence c'est intéressant, offensivement c'est vrai, mais qui fait pas un match complet non plus de A à Z, mais un OL qui retrouve le sens du but en colle 4 à Nice. Ce qui me fait croire en toute logique, parce que je suis très pragmatique, si l'OL parvient enfin à gommer ses défauts, ces vilains défauts qui sont tout le temps présents, je pense que le top 4, il est largement jouable. On a fait des matchs où on perd des points bêtement, et malgré ça, au classement que je vous mets à l'écran, les Gones, on est 5e aux portes du top 4 à 1 point de Lille, et provisoirement à 1 point de l'OM, à 4 de Monaco, et les deux s'affrontent ce soir. Donc voilà, franchement, si... Tout est question de tempo. Est-ce qu'on saura à temps gommer ses erreurs d'ici la fin de saison? Je l'espère vraiment, c'est un mal récurrent, mais ça se travaille. C'est tactique, c'est individuel, c'est mental. Ça se travaille, mais il y a trop de qualité dans cette équipe-là pour se contenter d'être 5e ou 6e. L'OL mérite, je pense, mieux, mais c'est toujours pareil, à la condition de gommer ses vilains défauts. Et enfin, 3e thème de la vidéo, l'homme du match. Alors là... il n'y a pas trop de surprises, je pense que tout le monde sait vers qui je me dirige, je pense que la majorité des fans de l'OL diront le même nom, mais j'aurais pu dire aussi Matic, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait 45 minutes de grande qualité. J'ai vu un joueur, là encore, je déclame mon amour pour Nemanja, le grand Nemanja, le géant serbe. J'ai vu un joueur durant une mi-temps en toute maîtrise du tempo du match, feinte de corps, retour arrière, crochet, passe sous pression, voilà, Matic, c'est la classe, Ce qui est dommage, c'est qu'on l'a chez nous peut-être 4 ou 5 ans trop tard, quoi. Mais voilà, il y a 5 ans, il n'était pas chez nous, il était à United, mais quand je vois ce qu'il fait sur un terrain de foot durant une mi-temps, en toute maîtrise, en tout sang-froid, c'est la classe. J'aurais pu dire aussi Benrahma qui fait une bonne première mi-temps, de très grande qualité, avec de la percussion, qui fait vraiment de très belles choses depuis quelques temps, et je l'avais dit, rappelez-vous, contre Karabakh en débrief, j'avais dit que pour moi, dans cet effectif-là, étant attaquant droit, c'est, à mon sens, avec Cherki, l'option numéro 1 bis, numéro 2, quoi. Et quand il est en forme comme ça, quand il a des cannes, du peps et qu'il joue juste,
Bah, à l'OL, c'est titulaire quasiment, quoi. Donc, bon match de Benrahma, enfin, bonne mi-temps de Benrahma. Espérons qu'il n'ait pas de blessure grave. J'aurais pu dire aussi Tagliafico, qui, alors c'est le focus, l'instant focus du match. Je vous mets à l'écran un screen qui appuie ce que je vous dis. Trop souvent, on banalise ce qu'il fait, mais pour moi, c'est le soldat de Pierre Sage. C'est le joueur, peut-être l'un des joueurs les plus fiables de l'effectif, les plus tactiquement intelligents, les plus matures. Parce que durant le match, je me suis dit, c'est marrant, mais il est quasiment jamais latéral gauche. Alors théoriquement, oui, il l'est, en 4-3-3, c'est vrai, mais avec ballon, alors sans ballon, il l'est, c'est vrai, il est côté gauche placé pour contrôler l'attaquant droit du côté niçois, mais avec ballon, il est tout le temps dans le dézonage permanent. Il est tour à tour relayeur gauche, milieu défensif, parce qu'en fait, je pense que le coach, alors c'est dommage, c'est un petit peu les limites de mon débrief, j'aurais aimé pouvoir en parler avec le staff, mais c'est impossible malheureusement, mais je pense que le staff lui demande de gérer, de compenser les montées de Tolisso, qui doit en 4-3-3 accompagner la Casette et créer devant un surnombre. Et comme Matic n'est pas quelqu'un qui peut faire des replis de haute volée, il faut quelqu'un qui compense ça par un placement préventif, un marquage préventif. Et lui, mais il le fait très très bien, vous voyez à l'écran, avec ballon, il est tout le temps dans cette zone-là, un petit peu le tiers du milieu de terrain, il rôde, il attend, il crée les décalages, il peut proposer une solution, créer voilà, un décalage judicieux, et il compense les mouvements des joueurs devant, parce que c'est un joueur qui est vraiment d'une qualité plus intelligent, tactiquement. Vraiment, moi, Tagliafico, je trouve qu'on le banalise trop, en fait. C'est un joueur qui n'est pas brillantissime, on ne dira pas, waouh, prestation de dingue de Tagliafico, mais par contre, du début, depuis août jusqu'à mai-juin, c'est quelqu'un qui aura tout le temps un niveau, un seuil de 6-7 sur 10, quoi. C'est la fiabilité, la sécurité. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, vraiment. Bon match de sa part, vraiment très très bon. Mais mon top du match, vous le connaissez évidemment, c'est le général Lacazette qui met un triplé, et on a revu, pour moi, la version de Lacazette que j'aime le plus, en tout cas, du haut de ses 33 ans et demi. Je ne veux pas le voir reculer, je n'aime pas le voir contribuant au jeu, décrocher pour perdre en influx nerveux, je n'aime pas le voir râler envers l'arbitrage, je l'aime pas en fait quand il s'éparpille. Pour moi, il est maintenant devenu un joueur de surface, c'est un renard, c'est un tueur à gages dans le camp adverse, Lacazette. Et ce talent-là qu'il a, cette finition de fou, il doit la maximiser en fait. J'attends pas de lui qu'il fasse le Karim Benzema qui décroche, et en plus je pense qu'il est pas forcément le meilleur dans ce registre-là. Ce que je demande à Lacazette, c'est d'être dans le camp adverse et de, sur chaque ballon, être un prédateur, un chasseur. Prendre la balle et la mettre au fond des filets. C'est tout ce que je lui demande. Et sur ce match-là, il a eu peut-être 3-4 situations, il en met 3. Il en met 3. Et ça peut faire 4. Sans une parade de fou de Boulka, ça fait 4. Quadruplé, parce qu'en fait, il a maximisé chaque ballon qu'il avait, et chaque ballon qu'il a joué, il en a fait un truc dangereux pour l'OL. Quant à nous, les gars, on se retrouve très très vite, alors je ne sais pas encore quand, peut-être pour le débrief du match prochain de l'OL, ou d'ici là, peut-être pour un petit contenu sur Botafogo. Je verrai bien, parce qu'il y a un sujet qu'il faut traiter ensemble. Quand, je sais pas, je verrai bien, mais il faudra qu'on en parle. Parce que j'ai eu beaucoup de débats ce week-end avec des fans de Botafogo et de l'OL qui m'ont dit « Mika, arrête de faire du bashing anti-Textor », alors que ce n'est pas le cas du tout. Et tout ça, il faut que j'en parle, je pense, face caméra, à tête reposée. Bref, on en reparlera d'ici peu, les amis, portez-vous bien. Allez l'OL toujours, évidemment, et en espérant que ce soir, Marseille-Monaco découle sur un score positif pour notre cher Olympique Lyonnais. Ciao, ciao!